Il me dit, oh Rongier, oh bienvenue le sang, oh donne tout, on croit en toi. Mais bien sûr, ça marque à jamais. Je vais l'OM. essayer de te répondre de la manière la plus honnête possible. Je rentre à la maison, il y avait un mec devant les boîtes aux lettres, pas très loin de chez moi. Un mec qui était connu des services de police, qui avait plus de 40 condamnations, etc. Tu pars le lendemain, tu laisses ta femme avec ton bout de chou. Transfert le plus fou qui ne s'est pas fait. Lyon. Et il était posé sur les toilettes avec une clope au bec, un verre, et il sirotait sa vodka en fumant sa cigarette. Vite partir en couille dans tous les sens. Le coach me dit, on ramène Isma. Mais moi, j'oublie pas ce que tu as fait pour nous. C'est pour ça que j'ai demandé au club de te prolonger. J'ai beaucoup apprécié le geste. J'ai attendu. Il n'y avait pas de son, pas d'image. Donc voilà, j'ai été un peu déçu, je t'avoue, et triste de comment ça s'est terminé. Ça y est, l'histoire avec Ouais, Marseille, elle est derrière moi. C'est ce jour-là que j'ai découvert les galettes saucisses. Imagine le scénario, dernier match de la saison au Vélodrome, on va jouer la qualif et eux aussi. Imagine. Salut, c'est Valentin Rongier, capitaine du Stade Rennais. C'est carré. Bon, capitaine Rongier, mes respects, mon capitaine. T'as été capitaine dans tous tes clubs. T'es un habitué des causeries. Alors, si tu veux bien, est-ce que tu peux nous faire la causerie d'avant interview? J'attends de toi aujourd'hui, Raph, que tu sois entier, intègre, que tu n'aies pas le vice parfois mal placé d'un journaliste, mais ça te ressemble pas, donc ça, je suis pas inquiet. Après, ce sera à moi d'être le plus transparent possible, le plus honnête possible. T'as été capitaine à Nantes, t'as été capitaine à l'OM, t'as été capitaine à Rennes. Mais pour rigoler, c'est quoi le plus dur? Capitaine à l'OM ou capitaine à Rennes quand on a été formé à Nantes? Bonne question. Bonne question. Non, je pense que il y a pas de plus dur. Honnêtement, c'était juste le fait de la période, quand je suis arrivé à Rennes, forcément, elle était pas très sympathique parce que j'ai pas eu le meilleur des accueils, mais celui-là, je m'y attendais un petit peu, j'étais préparé pour ça. Après, dans le rôle de capitana, ce que je répète assez souvent, c'est que j'ai le brassard ou pas, mon rôle, c'est le même. Maintenant que j'ai de l'expérience dans le foot, je vais pas surjouer, je vais pas me comporter différemment, quel que soit le vestiaire que j'ai avec moi, quels que soient les joueurs que j'ai en face de moi. Et je pense que c'est aussi pour ça que mes coéquipiers me respectent, je pense. C'est parce qu'ils voient en moi un mec honnête, qui triche pas et qui change jamais de comportement, en fait. Honnêtement, j'aurais jamais pensé que tu deviendrais capitaine du Stade Rennais dès ta première saison. Toi, ça t'a surpris? C'est un truc, comment ça s'est fait? Est-ce que ça t'a surpris? Ça m'a surpris, oui et non, parce que on a une équipe avec peu de cadres. Il y en Mmh. avait pas énormément quand je suis arrivé. Et bah, je pense notamment à Brice, qui était le capitaine l'année dernière, qui est toujours un capitaine, bien évidemment. Mais le coach Habib, on a eu une discussion dès que je suis arrivé. Il m'a demandé si j'y voyais un inconvénient, de par ce que tu viens de souligner, mon passé nantais. Et moi, je lui ai répondu directement qu'il y avait aucun problème. De toute façon, comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi, tu me mets le brassard, tu me le mets pas, mon comportement, il change pas. En fait, je suis le même. Donc, Mais les heu, autres peuvent donc te c'était pas regarder du tout un différemment, non? fardeau. Tu l'as pas pris comme un fardeau du tout, Oui, ça a ça pas c'est été lourd vrai. à porter. Ça ça c'est vrai, tu as raison de le souligner parce que quand tu arrives dans un club, on te met capitaine, les autres, ils peuvent se dire: «Oh, pourquoi lui, il a le brassard? Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est bizarre. Qu'est-ce qu'il a fait pour avoir ce brassard-là que moi je mérite plus?» Mais, Et en notamment pour les fait, ils gamins se du sont centre, hein, vite pour rendus lesquels la compte. rivalité avec Nantes est très forte, hein. Ouais, bien sûr, mais ça je peux comprendre tout à fait. Après, comme je t'ai dit, une fois que les mecs ils se rendent compte que tu es intègre, que tu pas un roublard et que tu es juste honnête, bah ça passe bien. Est-ce que tu as l'impression d'avoir jeté ton honneur au caniveau en allant au Stade Rennais? Et est-ce que ça t'a fait mal au cœur de voir ça quand tu arrivé? Tu t'y attendais, tu me l'as dit, mais ça fait quand même, ça doit quand même faire mal au cœur, non? Mal au cœur, non, parce que je m'y attendais. Après, je pensais pas qu'ils allaient aller aussi loin, pour être honnête. Mmh. Mais, c'est de bonne guerre parce que ce que j'ai fait à l'époque, avec un peu de recul, j'étais jeune, c'était un chambrage. Pour moi, j'ai rien fait de méchant, j'ai agressé personne, j'ai insulté personne. Mmh. Mais c'est vrai que je peux comprendre un peu la rancœur de certains supporters. Donc, Mmh. voilà, c'est de bonne guerre comme j'ai dit. Maintenant, je savais le boulot qui m'attendait. C'est d'être irréprochable sur le terrain Oui. et pas encore une fois, de surjouer pour essayer de me faire adopter. Non, non, juste faire mon travail et bien faire mon travail parce que tu n'aimes ou que tu n'aimes pas que tu aimes ou que tu n'aimes pas quelqu'un, si ton joueur, il représente les valeurs de ton club et qu'il se donne à fond, Mmh. tu es forcé de l'apprécier parce que voilà, les mecs qui se donnent, c'est ça qu'on aime. Et il y a des moments charnières dans une carrière.
Je fais référence à une interview que j'ai faite avec Baffé, Gomis, qui est un autre mec quand même assez smart, et qui a fait les trois plus gros, enfin trois des très gros clubs français, Saint-Étienne, Lyon, c'était déjà hardcore. Lyon, Marseille, archi hardcore aussi. Et lui, il est de la région marseillaise. Donc il m'avait dit, waouh, quand je suis arrivé à Marseille, je savais que j'avais pas le droit à l'erreur et je me suis préparé comme jamais. Est-ce que toi, en arrivant à Rennes, est-ce que tu te serais pas dit un peu la même chose et tu te dis, bon, pour le coup, j'ai vraiment pas le droit à l'erreur sur le terrain, parce que je sais qu'en dehors, ça va être difficile, tu le savais, c'était logique, mais comment t'as fait pour te focus terrain, 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 et on va en parler après, mais t'es bon, quoi, sur le terrain. Donc après, forcément que c'est plus facile de se faire adopter. Bah, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. C'est que maintenant, j'ai 31 ans Mmh. et que j'ai beaucoup pris en maturité. Je pense que mon expérience dans le foot et surtout mon expérience à l'OM m'a fait prendre conscience de pas mal de choses. Donc, en arrivant à Rennes, je me suis focus, comme tu as dit, uniquement sur le terrain parce que c'est la vérité. Il y a que ça qui compte dans le foot. On a beau dire tout ce qu'on veut, sur les réseaux, dans les journaux, et cetera. Ce qui compte, c'est ce que tu donnes sur la pelouse et il y a que ça de vrai. Donc, j'étais pas inquiet. En vérité, j'étais pas inquiet et encore une fois, sur cette banderole, moi, ça c'est un choix de vie, c'est un choix de carrière. Les gens, Mmh. ils peuvent le comprendre, ils peuvent ne pas le comprendre. Ça, je respecte comme les supporters nantais qui se disent: «Mais pourquoi il est parti à Rennes? Pourquoi il a fait ça?» Je respecte, vous avez le droit de penser ce que vous voulez. C'est un choix personnel, c'est un choix familial et voilà, je l'assume entièrement. Maintenant, comme je t'ai dit, mon expérience, elle m'a permis de me rendre compte qu'il y a qu'une chose qui compte, c'est le terrain. Est-ce qu'il y a de la famille, est-ce qu'il y a des proches nantais qui t'ont taillé, voire qui t'ont vraiment fait la gueule, mais est-ce qu'il y en a qui t'ont taillé, qui t'ont fait des trucs drôles, ou pas drôles d'ailleurs, mais est-ce qu'il y en a qui l'ont vraiment mal pris parmi tes proches? Non, parmi mes proches, non. Mes proches très proches, je parle de ma famille et mon cercle très Mmh. proche d'amis. Et parmi Il les y en a copains, il y en a aucun pas. parce qu'il si, il y a eu quelques petits chambrages mais légers, franchement. Tous ceux qui soit j'en ai pas connaissance, Mmh. soit, ceux dont j'ai eu vent, c'était même pas des copains, c'était des connaissances donc ça me dérange pas. Encore une fois, je te l'ai dit, ils sont libres de penser ce qu'ils veulent. Mon choix, il est entièrement assumé et il a été fait en connaissance de cause. J'ai pris le temps de la réflexion avec ma famille et avec mes proches donc voilà, non, il y a pas eu de chambrage à ce niveau-là, du côté très proche. Bon, comme on a fait une super interview et je mettrai le lien en copie pour ceux qui veulent revoir cette interview qu'on a fait il y a 2 ans, que j'adore parce que tu racontes un peu toute ta vie. J'ai appris plein de choses dans cette interview, comment tes deux grands frères t'avaient mis la misère quand t'étais petit, comment, bah d'ailleurs, tes histoires de dos, tes histoires de vertèbres qui t'ont fait craindre d'arrêter ta carrière. Comment après t'as réussi alors que Yes. on t'attendait pas, tu vois? Et qu'à chaque fois, à l'arrache, tu passais d'année en année à Nantes avant de devenir capi. Puis, Marseille, la folie de Marseille, Sampaoli, j'adore ce moment et on va y faire référence tout à l'heure, où tu disais, «J'aime quand on me respecte pas». Enfin, j'adore cette interview, donc je vais la mettre en lien, mais c'est aussi pour expliquer pourquoi on va se concentrer Ouais. sur ces 2 dernières années, si tu veux bien, et ces 2 années très riches, hein. Comment toi, tu juges ton niveau de jeu actuel par rapport à ce que tu as déjà connu ailleurs? Parce que tu as déjà eu d'autres très, très belles périodes, et est-ce que tu t'es déjà senti aussi fort? Je me sens bien. Ça déjà, c'est une chose importante, mais quand je dis: «Je me sens bien», c'est en dehors. Donc OK. forcément ça joue énormément. J'aime la ville, j'aime mon environnement. Mmh. Et je pense que ça se ressent sur mon quotidien, sur mes entraînements, sur mes matchs. Tout n'a pas été parfait, loin de là. Quand l'équipe a traversé une mauvaise période, c'est que moi aussi je faisais pas ce qu'il fallait sur le terrain. Mais comme je t'ai dit, maintenant mon expérience, elle me permet de me remettre en question et de pas paniquer. À une époque où quand j'enchaînais, 2-3 performance moyenne ou mauvaise, tu doutes, tu te dis: «Merde, j'ai peut-être plus le niveau» et cetera. Maintenant, je reste tranquille parce que je Mmh. sais ce que je vaux et je me dis que faut juste continuer à travailler. Ça, c'est une phrase qui revient souvent, Mmh. mais quand tu t'appuies vraiment sur le boulot, il peut rien t'arriver. En vrai, il peut vraiment rien t'arriver donc je suis content de ma Mmh. saison. Elle est pas terminée parce qu'on a Mmh. encore des belles choses à aller chercher et il faut pas oublier qu'on a un objectif, c'est la coupe d'Europe. Mmh. Donc si on échoue, l'objectif ne sera pas atteint et ce sera une grosse déception pour moi. Mais en tout Mmh. cas, personnellement, je me sens bien et je me sens bien dans ce vestiaire aussi, dans cette équipe. On a vraiment un groupe de bons mecs et je pense que ça fait la différence aussi. À quel moment tu as été plus fort qu'aujourd'hui? Honnêtement, je pense que ma saison avec Tudor, Mmh. heu, j'avais fait preuve aussi d'une grande, grande régularité, cette saison-là, Mmh. où je jouais tous les matchs et bien sûr, il y a eu des matchs un peu moins bons que d'autres.
mais globalement, ça s'est très bien passé. Et j'avais même terminé dans l'équipe type de Ligue 1 cette année-là. Donc, je pense que c'est pas rien et ça montre que j'avais fait une belle saison. Donc, je pense, cette année-là, ouais, j'étais mieux qu'aujourd'hui. Comment t'expliques un peu de l'extérieur les résultats un peu montagne russe, quoi, tu vois? Comment t'expliques de perdre Nice à domicile et de leur mettre 4-0 là-bas? Comment t'expliques de perdre Lorient à domicile et de battre le PSG? Alors après, il y a eu 2 périodes aussi, hein. Il y a eu la période Habib, la période Franck Hez. Comment t'expliques un peu ces montagnes russes en 2 mots, comment tu dirais? Il y a plusieurs choses. Raph, tu commences à connaître le foot maintenant. Il y a la dynamique de l'équipe qui est importante. Actuellement, on est dans une super dynamique, donc je pense que la confiance est au max et ça aide forcément pour les résultats. Maintenant, si on fait le bilan de la saison, euh, effectivement, il y a eu des périodes un peu plus compliquées où on a douté, où on se sentait pas très bien sur le terrain et où il fallait peu de choses pour faire basculer une rencontre, mais du mauvais côté. Je pense à tous ces matchs où on a laissé passer des points, où on gagnait 2-0 au Havre, on s'est fait reprendre, où on gagnait à Angers, on s'est fait reprendre. À la mi-temps de Nantes, on gagnait 2-0 là-bas à la Beaujoire. En face, ils n'arrivaient pas à trouver la solution. On s'est fait remonter, on a fait 2-2. Donc il suffisait de pas grand-chose. Et, euh, et je pense qu'on a un groupe aussi qui se connaissait pas très bien parce OK. qu'il y a eu beaucoup de mouvements. Et ça aussi, dans une entreprise ou dans le foot, c'est la même chose. Pour que ça fonctionne, c'est important que tout le monde se connaisse, qu'il y ait des automatismes qui se mettent en place. Et ça a pris du temps. Ça continue de prendre du temps parce que c'est pas encore terminé. C'est un travail de tous les jours. Mais le fait qu'on se connaisse de mieux en mieux et qu'on sache qu'on peut compter les uns sur les autres, bah, ça nous permet pendant les matchs, tout simplement, de se sentir mieux et de encore plus faire confiance aux partenaires. Donc les résultats actuels, comme je t'ai dit, ça nous aide pour la confiance, mais je pense que c'est ça, un groupe qui était jeune et qui, au fur et à mesure de la saison, a commencé à se connaître et se faire confiance. Et c'était quoi la zizanie là de loin, j'ai lu qu'il y avait eu des soucis entre Habib, Bey et certains leaders. Seko Fofana est parti à l'intersaison. Ça a chauffé un peu avec Brice Samba. Toi, de l'intérieur, bah, d'abord, comment t'as vécu ça en tant que leader? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 2 périodes. Il y a eu la période où Mmh. ça n'allait pas bien, où déjà le coach était un peu sur la sellette. Je sais pas si tu te rappelles, Mmh. Bien sûr. il en avait parlé lui-même, donc on peut Mmh. on peut en parler librement, où il lui avait dit que c'était quasiment terminé et qu'en fait, bah, il lui laissait une dernière opportunité et on avait gagné contre, non, on avait fait match nul à Toulouse et le samedi ou le dimanche, on gagne Mmh. 4-1 contre Strasbourg. Voilà, et là, ça repart et on Mmh. refait une période, donc forcément les bons résultats ont fait que ça s'est tassé et après, bah, tu connais un peu la suite. Dès que les résultats sont mauvais, les vieux démons reviennent et il y a eu quelques différends, mais ça c'est le lot du foot en vrai. Enfin, Mmh. les vestiaires, chaque année, moi je connais il y a des disputes, des désaccords entre les joueurs, entre l'entraîneur, les joueurs, entre les staffs. Mais ça sort pas Moi, toujours. ce qui m'a vraiment dérangé, Ouais, voilà, c'est ça. En fait, ce qui m'a dérangé, c'est que ça sorte. Parce que la vie d'un groupe, encore une fois, je prends l'exemple d'une société, mais toi, tu travailles dans le journalisme. Dis-moi si tu as déjà fait une année complète sans qu'il y ait une embrouille entre jamais. des journalistes ou entre rédacteurs. Ça n'existe pas. C'est pas Bien possible sûr, parce qu'on est des êtres c'est la humains. vraie vie. On a des points communs, mais on a aussi beaucoup de différences. Et le fait de débattre, de parler, de pas être d'accord, ça fait avancer tout le monde quand c'est bien fait, tu vois. Donc Mmh. ça me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est que c'est sorti. Et après, tu connais les joueurs de foot, les coachs, on a de l'ego, beaucoup d'ego. Donc, à partir du moment où c'est une escalade, c'est difficile de s'arrêter. Et quand il y a un point de non-retour qui est atteint, bah forcément, c'est compliqué. Là où je te rejoins moins, c'est que ça s'est vu aussi dans les décisions de l'équipe. C'est pas des choses qui pouvaient rester dans le vestiaire à partir du moment où il y a eu des décisions, où Brice Samba a été sorti un peu de l'équipe, où Seko Fofana, qui était censé être un leader, Mais c'était a déjà, été c'était sorti un déjà petit trop peu de tard, ça. l'équipe. Pour moi, à ce moment-là, c'était déjà allé trop loin pour que ça se tasse, en fait. Ok. C'est dommage, mais on n'a pas réussi à faire en sorte que ça se calme avant et que T'as tout le monde mette essayé, un toi, peu d'eau dans son t'as vin essayé de pour, jouer un rôle, t'as essayé de jouer le go-between bien entre sûr. Habib B et les joueurs en question? bien sûr que j'ai essayé, mais comme je le ferais avec n'importe qui. Mais c'est une position qui est délicate parce que tu as, le coach qui t'a fait venir, qui te met capitaine
et tes joueurs avec qui tu es au quotidien, avec qui tu t'entends super bien. Donc voilà, Et c'est l'ancien difficile capitaine de par pas milieu. prendre parti et en même temps de vouloir que ça marche parce que moi j'ai qu'une seule envie, c'est que ça fonctionne en fait. Donc t'essayes. Après t'es pas responsable du comportement de chacun et tu peux pas non plus agir à la place des gens. Donc voilà, t'essayes de faire en sorte que ça marche. Mais voilà, oui, j'ai essayé. Hmm. Donc ça a été une surprise, la zizanie entre guillemets. Il y a une autre surprise nettement plus positive, mon garçon, c'est la découverte, et ça la Ligue 1, on est quand même le centre de formation de l'Europe, des meilleurs clubs du monde, et ça c'est quand même fantastique pour nous de découvrir des joueurs. Bah, c'est la découverte de Jérémy Jacquet, par exemple. Jérémy Jacquet, Jérémy Jacquet, mon garçon. Petit joueur, petit mec sympa, petit profil. Donc là, il bon s'est petit blessé, joueur. donc bon petit joueur, on va dire ça comme ça. Ouais. Et toi, dis-moi, avec tes yeux à toi, qu'est-ce que tu as découvert chez ce gars? Alors, petit rappel, Jérémy Jacquet, transféré cet hiver pour Liverpool, environ 70 millions. Il est resté finir la saison avec vous. Malheureusement, il s'est blessé. Bon, il y avait le Real qui était dessus. Enfin, voilà, gros joueur qui est arrivé. Toi, ta découverte de ce gars, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as aimé chez Jérémy Jacquet? Qu'est-ce que tu as découvert? Jusqu'où il peut aller? Qu'est-ce que t'en penses? Sur Jérém, il y a pas grand-chose à dire, en vrai, parce que son talent et sa qualité, elle a sauté aux yeux de tout le monde cette saison. Hem, je vais même pas te parler de ses qualités footballistiques parce que, comme je t'ai dit, il y a rien à dire. C'est un défenseur qui a tout pour aller au plus haut niveau. Il est rapide, il a de l'anticipation, il a une bonne lecture, il est pas du tout emmerdé avec ses pieds, il prend des Mm, risques dans la relance, il mm, est bon de la tête. Franchement, il a toutes les qualités pour aller au plus haut, vraiment le plus haut. Mais ce qui m'a le plus surpris chez lui, c'est sa maturité à son jeune âge. Parce que j'en ai vu des jeunes dans le foot qui étaient vraiment forts. J'en ai vu partout où je suis passé. Mais lui, en fait, il a tout compris. Il a tout compris. C'est un mec, il est calme, il travaille, il sait exactement où placer le curseur, l'exigence, et cetera. Il bosse bien, pour avoir, parlé un petit peu avec son entourage, c'est sain, tu vois? Donc mm, ça peut que aller bien et vraiment une maturité malgré son jeune âge. Tu vois, il a signé à Liverpool, mm. il est resté tranquille. Il était avec nous dans le vestiaire, il a pas bougé d'un pet. Alors que tu sais qu'à cet âge-là, Ouais, un ouais. transfert comme ça, on parle de toi dans le monde entier. Ça peut te faire, bah, sans parler de melon, parce qu'encore une fois, son entourage a l'air très, très bien, mais ça peut te faire changer un petit peu. Mais lui, il a pas bougé d'un pet. Vraiment. Mm. Après, il y a eu sa blessure là, malheureusement. On est vraiment triste de le perdre pour la fin de saison parce qu'on en a besoin et que c'est un top joueur. Mais vraiment, il a tout compris. Tu le vois aller tout en haut, tu le vois faire 10 ans en équipe de France, tu le vois avoir quel avenir? Pas la boule de cristal, mon Raph, Mm. mais en tout cas, oui, il est parti pour et s'il continue comme ça, pour moi, c'est autoroute, appel de phare et ça y va tout droit, hein. Après Dembélé, Désiré Doué, Jérémy Jacquet, c'est qui le prochain Wonderkid qu'on connaît pas encore et que toi tu connais? Parce que tu les as vus faire un entraînement ou deux, tu les as vus faire quelques petites entrées. Toi, celui dans lequel tu crois, c'est qui? Je parle pas de la culture de l'instant. Mhm. Je dis pas ça parce qu'il a marqué hier avec nous, le petit Mukiele, c'est pas mal. C'est pas mal. Après, il a 20 ans, donc c'est plus une Mhm. pépite, parce que je pense que toi, tu voulais parler des jeunes de 16, 17 ans. C'est un mec sérieux Me parle pas aussi, d'âge. qui travaille bien, donc je Wonderkid. pense que il va faire une bonne carrière. Après, Wonderkid, il y en a un qui m'avait vraiment agréablement surpris quand il était monté avec nous, c'était Elias Legendre, Inoniez, qui avait fait quelques rentrées avec nous. Vraiment une qualité de finisseur, très, très bonne. Les capacités athlétiques aussi excellentes. Donc s'il déconne pas, lui aussi, il peut aller loin, je pense. Aujourd'hui, vous êtes cinquième de Ligue 1. Euh, Vous êtes forcément, l'objectif annoncé, c'est la Coupe d'Europe, mais vous êtes vraiment pas loin d'une possibilité de Ligue des Champions. Toi qui y as déjà goûté, est-ce que tu y crois à la Ligue des Champions avec le Stade Rennais? Ou est-ce que tu te dis, oulala, là, 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 nous mettons pas la pression, etc. Ou t'es dans quel état d'esprit? Je veux être européen Hmm. pour que le club soit satisfait parce que nous, on a une mission. On a été recrutés pour ça, c'est emmener le club en Coupe d'Europe. Maintenant, il y a aucune limite à se fixer et je pense que on est tous des compétiteurs. Quand on voit ce qui se passe actuellement, on se dit que bah, c'est mieux d'être dans ce wagon-là. Après, Ok. s'enflammer, ça n'amène rien de bon. Hmm. Donc pour moi, il faut rester calme, il faut se concentrer juste sur ce qu'on fait nous.
pas commencer à regarder les résultats, dire ah ouais, Lille s'est fait égaliser, trop bien. Ah ouais, machin, Lyon, ils ont fait match nul. Non, non, on regarde pas ça. Nous, on se concentre sur ce qu'on fait. Et si on fait bien les choses et qu'on respecte le foot comme on le fait actuellement et qu'on continue, alors on aura des bonnes surprises à la fin de la saison. Mais c'est uniquement en se concentrant sur notre travail qu'on pourra y arriver. Donc, il n'y a pas de ah ouais, la Ligue des Champions, ça peut être bien. C'est juste, on continue comme ça et on verra ce qui va se passer. Pas de rêve que du pragmatisme pour l'instant, quoi. Toujours. La meilleure anecdote rennaise. Fais-moi marrer. C'est un peu égoïste, mais je vais te parler du premier match de la saison Mhm. contre l'OM, parce que c'était un moment très particulier. Et, euh, et le fait de gagner comme ça, de démarrer notre saison, surtout le scénario, on était à 10 contre 11 dans ce nouveau club. Je savais que je pouvais pas rêver mieux comme début que ça. Donc c'était une soirée qui était émouvante à la fois parce que je jouais contre mes anciens coéquipiers et que c'était tout frais en fait. J'avais l'impression d'être encore à Marseille avec un autre maillot. Parce que je venais de signer, donc le temps que ton cerveau y comprenne que ça y est, c'est un nouveau départ, etc. Donc, et la banderole, c'était ce jour-là également. Oui. Donc, je pouvais pas rêver mieux. C'était une soirée riche en émotions à ce niveau-là. Et c'est aussi ce jour-là que j'ai découvert les galettes saucisses, puisque le team manager, Nico, m'a dit à la fin du match, on a gagné. Le rituel, c'est de manger une galette saucisse après les victoires. Donc, j'ai croqué dans la galette saucisse. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est un souvenir pour la vie. Ah, exactement. Non, je m'en rappellerai parce que, comme je t'ai dit, c'était beaucoup d'émotions. Il y a peu de matchs où j'ai ressenti ça, mais celui-là, il était très particulier pour moi. Et est-ce que, bah, c'est une évidence aussi que la fin avec Marseille, alors tu fais les transitions de manière, t'es un professionnel, mais est-ce qu'à un moment ça n'a pas été difficile aussi ce match-là, bah parce que à Marseille t'as compris qu'on voulait plus trop de toi ou que tu vas nous expliquer un peu comment ça s'est passé, mais euh, comment c'était quoi le truc vraiment particulier avec avec Marseille quoi? Est-ce que c'était une évidence pour toi de quitter Marseille? Est-ce que c'est parce que le club te faisait pas trop confiance? Le fond du pourquoi t'as quitté l'OM, c'est quoi? C'était un tout, je pense. C'était un tout. Je vais essayer de te répondre de la manière la plus honnête possible. Ça faisait 6 ans que j'étais là-bas. Je pense que j'étais arrivé à la fin d'un cycle, mais comme tu as dit, j'ai pas senti aussi non plus la volonté du président et du directeur sportif de me conserver à tout prix. Et je pense que arrivé à cet âge-là, j'avais besoin de sentir que on me voulait vraiment encore et qu'on faisait pas ça un peu par dépit. Ils m'ont fait une offre de prolongation parce que le coach, en fait, pour tout te raconter, il ramène Isma Benasser Mmh, en janvier. Tu te mmh, rappelles de ça? Et en fait, bien sûr. le coach me dit, on ramène Isma, mais moi, j'oublie pas ce que tu as fait pour nous, pour l'équipe et ce que tu vas continuer de faire. C'est pour ça que j'ai demandé au club de te prolonger. Donc, j'ai beaucoup apprécié le geste. Et puis derrière, j'ai attendu, attendu, attendu. Il y avait pas de son, pas d'image. Et la proposition est venue un peu tard. Elle était pas non plus à la hauteur de ce que j'espérais. Donc, on a simplement dit que dans ces conditions, on ne prolongerait pas, mais à aucun moment on a fermé la porte. Et de là, de nouveau, plus de son, plus d'image. Et c'était, bah, du coup, les négociations s'arrêtent là et tu te trouves, faut qu'on trouve une issue pour toi à la fin de la saison. Donc voilà, j'ai été un peu déçu, je t'avoue, et triste de comment ça s'est terminé. Parce que, en toute humilité, je pense que j'aurais mérité un peu mieux. Je parle pas de Oui, salaire, hein, je parle juste de, de de comment ça respect. s'est Non. fait. Maintenant, ouais, maintenant le foot, c'est un univers qui malheureusement est sans pitié. Et s'il y a bien une chose aussi que j'ai appris au fur et à mesure des années, c'est que il y a rien de personnel dans le football. Mmh, C'est juste une industrie qui est comme ça, où malheureusement on représente une valeur marchande, que l'humain il passe au second plan. mmh. Et voilà, c'est pas personnel. Les choix qui sont faits, c'est jamais personnel. C'est juste que il faut faire avec. Et parfois ça blesse, parfois ça fait mal, mais ça nous forge aussi. Est-ce que c'est un truc qui a joué lors de ce match-là, justement, lors de ce premier match entre Rennes et l'OM? Ou de manière générale, est-ce que tu as eu envie de prouver que voilà, ben, vous avez eu tort de pas me prolonger, vous avez eu tort de. Tu vois, est-ce que ça a été un ressort psychologique pour toi? J'avais envie de tout donner, quoi qu'il arrive. Il y a 1000 raisons à ça.
Comme Mm. je t'ai expliqué tout à l'heure, c'est que c'était mon premier match sous mes nouvelles couleurs, que j'avais pas envie de décevoir les supporters, j'avais pas envie de décevoir ma famille, leur montrer que le choix que j'avais fait était le bon. Bon, après la saison allait être longue, mais aussi pour ce que tu viens de dire, ce serait malhonnête de te répondre non. Effectivement, le fait de gagner contre mon ancien club, ben, on est tous humains. Moi, j'aime l'OM. J'ai envie que l'OM réussisse, j'ai envie que l'OM se qualifie en Champions League parce que ce club est exceptionnel. Mais ce serait malhonnête de dire non, j'avais pas envie de tout donner pour gagner contre eux, parce que ça a beau être mes anciens coéquipiers. Maintenant que je suis à Rennes, voilà, il y a qu'une seule chose qui m'importe, c'est que le club gagne. Donc pour toutes ces raisons-là, oui, le match il était particulier et je te l'ai bien dit tout à l'heure, Mm. mais je le confirme. Est-ce que tu as senti un certain manque de respect de la part de la direction de l'OM sur cet été de départ? Ouais. Mm. À partir du moment où tu fais 6 ans dans un club et que t'as toujours tout donné, t'as jamais dit un mot plus haut que l'autre, que t'as représenté les valeurs du club, que voilà, on m'a souvent pendant les moments où ça n'allait pas pour aller répondre aux journalistes, tu vois, on s'est on s'est appuyé sur moi. Et c'était mon boulot, ça voilà, il y a rien à redire là-dessus. C'est mon métier, je suis footballeur, donc je l'assume complètement. Mais j'aurais aimé que ça se termine différemment. Donc un peu de déception par rapport à ça. Et encore une fois, je te dis, grâce à mes années d'expérience, ça m'a permis de prendre du recul et de dire: «Ouh, tranquille, il y a des choses bien plus graves dans la vie, je suis en bonne santé, c'est mon métier, je vais pouvoir continuer de le pratiquer. Il y a mon petit bout qui est là avec, Mm. ma conjointe, c'est le bonheur et le foot, c'est secondaire». C'est juste que si ça m'était arrivé, je pense 5 ans plus tôt, ça m'aurait fait très, très mal. Mm. Mm. C'est ça, c'est que c'est les montagnes russes. Bon, le haut niveau de manière générale, mais alors d'autant plus quand on est à l'OM, c'est-à-dire que un jour tu étais glorifié ou archi-valorisé par Pablo Longoria ou Mehdi Benatia ou le coach, et puis quelques semaines après, t'es plus là. Mais c'est ça, c'est pour ça que je te dis que cette industrie, en vrai, c'est dingue, mais faut vraiment être dedans pour comprendre et j'en veux pas aux supporters qui parfois nous critiquent, parfois nous adulent, qui ne comprennent pas nos choix, qui ne comprennent pas nos réactions, qui se disent qu'on est des enfants gâtés parce qu'on touche des millions. Je ne leur en veux pas du tout parce que en vrai, tant que t'es pas dans cet écosystème-là, tu peux pas comprendre. Tu Mm. peux pas comprendre. Et encore une fois, on joue le jeu, on l'accepte parce que c'est notre métier. On a énormément de chance d'être footballeur et je pense qu'on en a tous conscience. Enfin, j'espère qu'on en a tous conscience. Donc voilà, ça fait partie du jeu. Il peut pas y avoir que des bons côtés. Et ça, c'est un côté qui est très dur. Si t'es pas Mm. stable dans ta tête et que t'es pas bien entouré, surtout j'insiste sur l'entourage parce que c'est trop Mm. important, tu peux vite partir en couille dans tous les sens. Tu vois, en mode je prends la grosse tête, mais aussi en mode je l'ai vécu comme un échec, comme une douleur. J'arrive pas à m'en remettre, tu vois. Mm. T'en as voulu à Mehdi Benatia qui t'avait donc parlé de cette prolongation, qui t'avait donc promis cette prolongation qui est jamais venue. Bah, j'en ai voulu un peu à tout le monde parce que dans ces moments-là, tu vois un peu que le bout de ton nez et tu te dis merde, pourquoi ils font pas ce qu'il faut, pourquoi ça va pas comme je veux. Et après, encore une fois, quand tu prends un peu de hauteur, tu te dis: «Ben non, t'es pas tout seul, il y a un contexte, il y a des choix qui sont faits et s'ils les font à ce moment-là, c'est qu'ils ont leurs raisons». Encore une fois, tu les acceptes pas, c'est une chose, mais il faut les respecter. Et oui, j'étais triste, oui, j'étais déçu, mais c'est comme ça. C'est comme ça, faut avancer et regarde, je suis bien où je suis. T'as pas l'air malheureux. Et puis t'es que quelques Ah points non, je suis derrière, très hein. heureux même, très, très Vous heureux. allez jouer la Champions avec eux jusqu'au bout, hein. Mais pour revenir sur, sur, Imagine le sur- scénario, dernier match de la saison au Vélodrome, on va jouer la qualif et eux aussi. Imagine. Écoute, Ah, les problèmes. ouais, les problèmes. Sachant que toi, t'es resté dans ta tête supporter de l'OM, capitaine de Rennes. Tu vois ce que je veux te dire? C'est kafkaïen. Non, mais je suis pas, moi, là, je suis supporter du Stade Rennais. C'est juste que j'apprécie l'OM et Hmm. que Ça a gardé une place dans pour ton la cœur, on va pas se France, mentir. pour ses supporters. Mais bien sûr, ça marque à jamais l'OM. Bien sûr. Tu connais un peu le club, l'environnement qu'il y a là-bas. Si ça te marque pas, c'est pas normal. Ça Hmm. laisse une trace à tout jamais. Et puis mon fils est marseillais, mon fils est né à Marseille, donc oui, bien sûr. Et ça restera pour la vie sur le passeport, sur la carte d'identité, mon garçon. Eh oui. C'est Euh, vrai.
Et alors, pour revenir sur l'été dernier, parce que selon moi, tu fais partie, mon garçon, du problème originel de la saison de l'OM. Non, mais je m'explique. C'est que pour moi, il y a un moment qui a été très compliqué à gérer pour l'OM. Et pour moi, le problème originel, il se situe au milieu de terrain quand il te laisse partir et que juste après, il y a l'embrouille avec Adrien qui font partir aussi dans les derniers jours du mercato. Et du coup, il faut tout reconstruire le milieu de terrain qui était quand même l'un des points forts la saison dernière. Est-ce que c'est quelque chose qu'on t'a ramené, qu'on t'a qui est revenu à tes oreilles? Est-ce qu'il y a des joueurs de l'OM peut-être avec lesquels tu es toujours en contact qui t'ont dit waouh mais c'est quand même trop, c'est un truc de ouf, t'es parti, Adri il est parti alors que voilà. Est-ce que tu es d'accord pour dire que c'est l'un des soucis de la saison de l'OM ou est-ce qu'au moins ça t'est revenu aux oreilles? Moi oui. Moi, ce qui m'est revenu aux oreilles, c'est certains coéquipiers qui m'ont dit, «Tu nous manques», mais je pense plus en tant que coéquipier. Mm. Après sur le terrain, bah, force est de constater que les milieux qu'ils ont ramenés, tout n'a pas été parfait. Il y en a déjà qui sont repartis, donc oui, un peu de regret à ce niveau-là. Après, comme je t'ai dit, moi, je continue d'avancer. Maintenant, ça y est, l'histoire avec Ouais, Marseille, elle est derrière moi. Peut-être que oui, le fait de perdre Adrien, le fait de me perdre, comme aussi d'autres joueurs, a joué un peu sur le début de saison de l'OM, parce que quand tu dois tout refaire à chaque début de saison, encore une fois, réapprendre à connaître tes coéquipiers et faire venir des joueurs qui ne connaissent pas la Ligue 1, parce qu'on a beau dire, que la Ligue 1, c'est la Farmer League, c'est pas faux quand tous les mecs qui arrivent, ils disent: «Waouh, la Ligue 1, c'est dur. Waouh, la Ligue 1, c'est physique». C'est la vérité, donc ça prend du temps de découvrir ce championnat, de l'apprivoiser, donc c'est pas facile pour ceux qui arrivent de s'adapter rapidement. Et en un mot, quelles étaient tes possibilités l'été dernier? Parce que bah, Rennes, ça devait pas être l'option la plus naturelle. Au final, ça se passe super bien, t'es super, enfin tu vois, ça se passe super bien sportivement, personnellement, collectivement, humainement, familialement, tout ce que tu veux. Mais quelles étaient tes options, sachant que oui, Rennes, connaissant ton histoire, devait pas être l'option la plus naturelle. Bah, je voulais privilégier l'étranger, moi, de base, pour, Ok. découvrir une culture, un pays et Mmh. un nouveau championnat, et puis, j'étais, avec madame, on était en accord là-dessus, parce que le petit Ok. était tout jeune, donc c'était le moment. J'ai eu des opportunités en Turquie. Ok. Ça m'intéressait pas trop. Les très gros Gala Fener. J'ai eu aussi non, j'avais eu Trabzonspor, Ok. qui était venu et Et un gros qui club était aussi en Turquie. chaud. Mais ouais, ouais, mais moi, je voulais vraiment rester en Europe, parce que je suis très famille aussi et que j'avais pas envie de trop m'éloigner, et puis même, je voulais vraiment rester dans les 5 grands championnats, Mmh. même si le championnat turc est un championnat relevé, attention, hein, mais je Bien voulais sûr. rester dans les 5 grands championnats pour l'instant, et puis il y avait des discussions avec certains clubs, mais rien vraiment de concret jusqu'à ce que Com, Mmh. arrive, Mmh. Très beau et projet. j'avais eu Fabregas au téléphone. Ouais, j'avais eu Fabregas au téléphone avec qui, bah, le courant était bien passé, et il me disait qu'ils essayaient de faire Maxime Perronnet là, Ouais. qui appartenait à City, qu'ils avaient eu en Connu. prêt l'année dernière, mais que les prétentions de City étaient trop élevées et qu'en gros, ils activaient la piste, numéro 2 et que c'était moi, et donc on a discuté pendant 30-40 minutes de football, et à la fin, il m'a dit: «Bah, écoute, si ça te va, tu vois avec, le directeur sportif, vous parlez de ton contrat, et puis derrière on avance, quoi». Et on a commencé, et puis en fait, le soir même, j'ai appris que Perronnet, il avait signé à Como. Donc grosse déception, parce qu'effectivement, c'était un projet qui m'intéressait, avec un bel effectif, un projet de jeu. Fabregas, on connaît tous sa Super coach. qualité. Mmh. Je On savait pas que ça allait marcher aussi bien, mais je pense que personne n'est surpris de leur saison cette année. Et puis superbe environnement avec une belle ville, et cetera. Donc il y avait tout qui cochait. Ça a été une déception, et puis derrière, en fait, j'avais dit à Morgane, c'est ma conjointe, je lui avais fait la promesse de pas attendre le dernier moment et de lui dire: «Eh ben, on m'envoie, là-bas», tu vois? Genre, «J'ai pas le choix, faut que j'y aille parce que le Ah, c'est dur contrat, il est familialement. intéressant, mais j'ai pas envie d'y aller, mais il faut qu'on y aille». Je voulais être maître de mon destin, et en fait, Rennes était déjà là depuis, l'hiver dernier, et ils étaient revenus depuis un moment, et du coup, on a pesé le pour et le contre, et j'avais pas envie de trop tarder, parce que, vu le contexte actuel du foot, Mmh mh. c'était important pour moi de saisir cette opportunité. Heu, 30 ans passés,
Se dire que j'allais rester en Ligue 1 dans un championnat que je connais, dans un club avec une grosse ambition, des grosses infrastructures, pardon. Et pour moi, oui, c'était une opportunité à pas rater, donc je l'ai saisie. Quand j'ai compris que tout était réuni pour que j'y aille, j'ai dit à ma femme, on se prend plus le chou, on n'attend plus, on va à Rennes et c'est comme ça, on va être bien. On sera en Bretagne, dans une région qu'on connaît, pas loin de nos parents respectifs. Donc il y avait beaucoup de choses qui étaient au vert. Bon, tu connais évidemment très très bien l'OM et tu connais très bien Habib Bey, qui était ton coach à Rennes jusqu'à il y a quelques semaines. Est-ce que Habib et l'OM, t'y crois? Qu'est-ce qui fait que ça va marcher selon toi ou qu'est-ce qui fait que ça va être difficile selon toi? J'y crois, oui. J'y crois, oui, parce que j'ai envie que ça marche pour le club, pour Habib aussi. Après, l'OM, c'est tellement un environnement qui est particulier, qui est compliqué qu'on sait pas. On sait pas et j'aimerais bien pouvoir t'assurer que oui, mais j'en suis pas sûr pour toutes ces raisons-là. Après, le gros avantage du coach, c'est qu'il connaît l'environnement et mine de rien, t'as pas cette période d'adaptation où il te faut 6 mois, 1 an avant de prendre la mesure d'où tu as mis les pieds. Quand tu connais l'OM, c'est déjà un gros avantage. Donc ça va lui faire gagner énormément de temps et vis-à-vis aussi du discours qu'il peut tenir aux joueurs parce qu'il sait ce qu'ils peuvent ressentir et ça c'est super important. Après, ils ont encore 2 mois de compétition. Le coach le sait, il va pas révolutionner le jeu de l'équipe. T'as pas le temps en 2 mois de faire ça. Le plus important pour moi, c'est qu'il trouve un discours fédérateur et positif avec tout ce qu'ils ont traversé cette saison, toutes les désillusions, etc. Ça va être là-dessus que son rôle va être le plus important pour moi. Raconte-moi, alors là, t'as 6 années marseillaises à mettre au tamis de tes meilleures anecdotes, mon garçon. Est-ce que tu peux me raconter tes meilleures anecdotes marseillaises? Anecdote à l'OM? Ouais, j'en ai quelques-unes quand même. J'en ai quelques-unes, tu te doutes bien, après 6 ans passés là-bas. Il y en a une notamment qui m'a bien fait rire. C'est au bout d'une semaine quand je suis arrivé à Marseille. Je dormais à l'hôtel et je faisais les allers-retours, tu sais, tous les jours pour aller à la commanderie m'entraîner. Et au bout de, ouais, bon, je peux pas te dire exactement combien de jours, mais je roule le matin pour aller au club et il y a un mec qui s'arrête dans le tunnel du Prado devant moi et il s'arrête 20-30 secondes, tu vois, mais il y avait de la circulation. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Et en fait, le mec sort de sa voiture, il me dit, oh Roger, oh bienvenue le sang, oh donne tout, hein, donne tout, on croit en toi. Je dis, oh merci, c'est gentil. Je me suis posé après, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais en fait, c'est des fous. Le mec s'est arrêté dans le tunnel, ça a créé des bouchons derrière, parce qu'il m'a reconnu pour me souhaiter la bienvenue. Donc j'ai trouvé ça rigolo et je me suis dit, c'est vraiment un club où les supporters, ils ont l'OM dans le cœur, tu vois. Je pense que Sampaoli, c'était le plus fou. Donc, à ce niveau-là, il y a des anecdotes bien marrantes, notamment quand il était en salle de muscu, qu'il arrivait avec son petit débardeur, ses gants, qui mettait sa musique, qui voulait boxer tout le monde. Dès qu'il faisait un peu de 2-3 biceps, il arrivait vers nous comme ça et il faisait, il faisait le boxeur. Ça, c'était des bons souvenirs. Il y en a pas qui y est allé, Les il y en a tennis pas un qui ballons l'a aussi. T'as cogné. dû voir les vidéos. Non, mais parfois, on avait envie un peu de leur mettre à sa place. Mais bon, c'était le coach, c'était le boss, donc on pouvait pas. Toi, moi, les anecdotes qui me font mourir de rire sur toi, c'est ce que tu m'avais raconté toi à l'époque, ma poule, hein. C'est comment toi, tu deviens pote avec Jules, par exemple. Bah, c'est simple, Jul, au-delà d'être une star mondiale maintenant du rap, c'est avant tout un fan de l'OM. Et en fait, je pense qu'il garde ce regard envers les joueurs comme, pas des idoles, mais comme voilà, les footballeurs, ça le fait un peu rêver, je pense. Et il continue de nous regarder avec ses yeux d'enfant parce que il aurait souhaité être footballeur professionnel. Bon, maintenant, sa vie et sa carrière sont tout autant exceptionnelles, si ce n'est plus. On connaît tous ce qu'il a fait. Mais c'est vrai que les premières rencontres, c'était marrant parce que on sent, moi, je sentais un mec assez réservé, assez timide, qui voulait pas trop rentrer dans notre intimité et tout. Pourtant, il venait au vestiaire de temps en temps, mais vraiment avec beaucoup de respect. Et puis après, quand j'ai commencé à le connaître un petit peu, à le côtoyer, c'est vraiment un mec bon délire. Et puis on avait une passion commune qui était FIFA et le ballon. Donc voilà, on se faisait des parties ensemble où on jouait en coop sur FUT.
Et il m'a choqué d'ailleurs avec son niveau parce il a vraiment un bon niveau à FIFA. Ouais, toi, t'es Entre, pas mal aussi, moi, je toi. pense que ces journées, c'était, ouais, moi, je me débrouille, mais moi, enfin, je connais mon niveau, mais lui, je le connaissais pas. Et quand j'ai joué les premières fois avec lui, en fait, il est rempli de skills. Dans son équipe, il a Ronaldinho, Ronaldo, et puis il s'amuse. En fait, il fait que des skills, que des skills. Son but, c'est d'humilier les gens en ligne. Il t'a fait Et danser un peu ou vraiment bon pas? délire. On a fait, non, parce qu'on jouait ensemble. Ah, ok. On jouait ensemble. On a fait un ou deux matchs au début où il essayait. Après, il a vu que défensivement c'était costaud, tu vois. Mais non, après on jouait en coop ensemble. C'était bien marrant. C'était bien Et les bien meilleures marrant. rigolades avec lui, justement, c'était quoi les plus grosses rigolades? Parce que t'es l'un des rares gars qui est allé chez lui, t'es l'un Bah des rares gars avec lesquels vous avez eu une vraie relation intime, alors que Jules, dans Marseille, personne ne le voit. alors Hein. non, je suis pas allé chez Ah, lui. je croyais. C'est juste qu'il y a une époque où on était on habitait vraiment pas loin. Et du coup on se voyait souvent quand on sortait ou rentrait à la maison, tu vois. Mais non, je suis jamais allé chez lui et je pense que il fait très attention à tout ça parce il a eu des problèmes lui à Marseille et au vu de son statut, c'est normal. Je pense qu'il laisse vraiment rentrer personne chez lui et il fait bien d'ailleurs. Donc non, j'avais une très bonne relation avec lui et puis il venait au vestiaire parfois après les gros matchs importants. Bah là, il est venu quand ils ont gagné contre l'OL. Je crois j'ai vu une photo où il était dans le vestiaire, donc ça m'a pas surpris. D'autant plus que maintenant il est sponsor. Mais on a fait quelques OP commerciales avec lui où il ramenait sa famille, où en fait il avait envie de faire croquer les gens de son entourage qui sont fans aussi de Marseille. Et ça, je pense que ça le représente bien. Donc non, vraiment, vraiment, je garde de très très bons souvenirs de lui. Quand toi, t'étais à l'OM, les dernières années, c'était là aussi où il y a eu énormément de règlements de compte, des aides mafia, tout ça. Est-ce que tu sentais une forme de peur chez certains joueurs? Honnêtement, oui. Hmm. Honnêtement, oui. Pas la DZ Mafia. Tu sais que t'es ciblé en tant que footballeur. Donc, t'as des réflexes à adopter et tu vis un peu dans la crainte. Je pense que c'est pas qu'à Marseille, peut-être plus là-bas, mais moi, je me suis fait cambrioler 3 fois en l'espace de 6 ans, alors que je suis un mec qui fait vachement attention, j'ai rien à la maison. Donc forcément, après, tu changes ton quotidien et tu vis un peu avec cette crainte-là de te dire à tout moment, tu rentres chez toi et c'est une fois de plus, tu vois, parce que tu te sens violé dans ton intimité. Et comme je t'ai dit, tu as des réflexes à adopter. Tu fais attention de ne pas être suivi. Euh, voilà, tu mets rien d'ostentatoire sur toi quand tu sors. Tu réfléchis, quoi. Mais par contre, c'est vrai que tu vis un peu avec ça. Et c'est les trucs, c'est faire venir le moins de monde possible chez toi, prendre que tout soit bien fermé, ne jamais montrer les portes, les trucs sur les réseaux sociaux, ce genre de trucs, Bah faire oui, attention de pas être ne suivi, pas c'est mettre ça ton là? nom sur la boîte aux lettres. Hmm. Fais attention de ne pas être suivi. Juste avant qu'on parte en stage, tu vois, petite anecdote, juste avant qu'on parte en stage aux Pays-Bas avec l'OM avant que je signe à Rennes. La veille, je rentre à la maison et il y avait un mec devant les boîtes aux lettres pas très loin de chez moi. Oula, Et il était avec sa voiture, etc. Je me suis renseigné, j'ai appelé un pote à moi pour savoir si ça puait ou pas. Et au final, c'était un mec qui était connu des services de police, qui avait plus oh, de 40 condamnations, etc. Donc en gros, tu pars le lendemain, tu laisses ta femme avec ton bout de chou pendant 10 12 jours. Donc obligé d'appeler une agence de sécurité. sécurité pour mettre un vigile non-stop jour et nuit pendant 10 jours. Tu vois, c'est des trucs chiants en fait. Donc ça fait partie du truc, mais pour moi là, ça va un peu loin. Donc oui, Hmm, cette anxiété, c'était un peu chiant et je pense qu'il y a d'autres joueurs qui sont dans le même cas. bien sûr. Mais encore une fois, c'est pas qu'à Marseille. Moi, je te Hmm, parle de mon expérience que j'ai vécue parce que c'était à Marseille, mais bien ça arrive sûr. dans toutes les villes. L'anecdote que t'as jamais osé raconter. Et maintenant, t'as 31 ans, t'es tranquille, t'es posé, tu peux assumer. À Nantes, et c'est un truc que j'ai jamais osé raconter. C'était pour mon premier stage de pré-saison avec l'équipe. Donc on était parti à Annecy. Et moi, je découvrais un peu le monde professionnel. On arrive, on prend les chambres, on s'installe. Donc moi, je vais visiter un peu l'hôtel. Tu sais, tu marches dans les couloirs, t'entends que ça rigole, tu regardes dans la chambre, qui c'est, machin, tu discutes un peu. Et d'un coup, je passe devant une chambre et un mec il me dit mon petit. Je me retourne.
Je rentre et il me dit s'il te plaît, tu peux me passer la bouteille là qui est à côté de toi? Je tourne la tête, je vois une grande bouteille de vodka avec un pack de Red Bull à côté. Et il me dit passe-moi une canette aussi, s'il te plaît. Il était posé sur les toilettes, je dirais pas son nom aussi, bien sûr, par respect. Il était posé sur les toilettes avec une clope au bec, un verre. Je lui passe la bouteille, la canette, il se fait sa vodka Red Bull et il sirotait sa vodka en fumant sa cigarette. Premier jour de stage, on vient d'arriver et je me suis dit waouh, c'est ça le monde pro. En fait, du coup, c'était loin des standards que j'imaginais et au final, je me suis rendu compte avec le temps que c'était lui qui était un petit peu atypique, on va dire. Donc voilà, c'était une anecdote qui m'a choqué quand je suis arrivé parce que je me disais, wow, mais moi on m'a toujours dit les pros c'est sérieux et je pensais que en fait c'était pas ça. Mais la réalité m'a vite rattrapé après parce que je me suis rendu compte que la grande majorité était très sérieux. Le Mmh. transfert le plus fou qui ne s'est pas fait. Le transfert le plus fou qui ne s'est pas fait? Mmh. Lyon. Ouais, vas-y, Lyon, quand? à l'époque où j'étais à Marseille, Mmh. où mon agent, il m'appelle en me disant: «Bah, il y a Lyon qui est très intéressé, heu, est-ce que ça te parle?» Et moi, j'étais à Marseille, vu le contexte et puis en plus ça se passait bien, je m'étais dit qu'il y avait aucune raison que ça se passe et que ça arrive, mais ils avaient, poussé un petit peu. Et bien entendu, ça ne s'était pas fait, mais ça aurait été une folie, je pense. Encore plus que passer de Nantes à Rennes. Bah, j'ai fait Nantes-Marseille-Rennes, donc c'est un peu différent, mais passer de Nantes à Rennes ou passer de l'OM à Lyon, c'est un peu la Ouais. même chose, si ce n'est pire. Donc je pense que c'est ça le transfert le plus fou qui s'est pas fait. De Zerbi, Derzakarian, Sergio Conceição, Ranieri, Vaïd, Villas-Boas, Sampaoli, De Zerbi, et j'en oublie, hein. Ton coach le plus fou? Ouais, il y a différents types de folie et il y en a 2 que je vais nommer. Monsieur Sampaoli, bien Bien évidemment, pour sûr. sa folie de tous les jours. Mmh. Et monsieur Roberto De Zerbi pour sa folie du foot. OK. Parce qu'il est pas fou au quotidien, mais en fait, il est tellement animé par cette passion que parfois, sans s'en rendre compte, il est pas loin de la folie parce qu'il est obnubilé par le football. Ça est-ce qu'il y a une anecdote qui te revient sur l'un des 2 où tu t'es dit, là ils ont disjoncté complet? Bah, pour Sampaoli, c'était des comportements du quotidien où, en fait, il était dans sa bulle. Il était dans sa bulle un peu fou, tu vois? Il était capable de venir, on a une mise au vert la veille d'un match, on a rendez-vous à 20h pour manger tous ensemble. Il vient avec sa capuche, il bouffe son plat et puis il se barre, tu vois? Donc ça, c'est des trucs que nous, dans le football français, comme on a grandi, les mises au vert et cetera, on n'a pas l'habitude de voir ça. Au final, quand tu prends un peu de recul, il y a rien de choquant, c'était juste une manière de faire, mais tu vois ça, tu rigoles. En plus avec sa dégaine et tout, tu sais, petit, costaud, tatoué de partout, il arrive, ça m'avait marqué. Après, anecdote avec des herbies, heu, franchement, il y en a en fait, il y a tellement il était capable de disjoncter, d'insulter tout le monde parce qu'on ratait un circuit de passe. Et c'est pour te montrer le degré d'exigence que le mec met à ses séances et la passion qu'il a. Et en fait, au début, tu te dis: «C'est pas possible, il surjoue. Il joue un rôle avec nous, il veut nous prouver quelque chose». Mais en fait, tu te rends compte que je sais pas, 6 heures du matin jusqu'à 23h, sa vie, c'est foot, du lundi au dimanche. Il y a pas de pause, il y a pas de c'est pas un rôle qu'il joue et quand tu parles avec ses adjoints, ils te le disent, ils te le confirment. Il est comme ça avec eux aussi et nous, on a pu le voir. Il était aussi exigeant avec ses adjoints. S'ils oubliaient de dire à un joueur: «Il faut que tu te déplaces dans cette zone-là quand le ballon est là-bas», il va les incendier pareil que les joueurs qui ratent un contrôle ou une passe. La consigne la plus incompréhensible de ta carrière? Ouais, la première fois où Sampaoli m'a dit: «Tu vas jouer latéral droit». Je lui ai dit: «Coach, vous êtes sûr là? Vous voulez que l'équipe elle gagne?» Il m'a dit: «Oui, oui, tu vas jouer latéral droit et quand on aura le ballon, tu vas t'intégrer au milieu du terrain». Donc au début, c'était un petit peu compliqué parce que tu as pas du tout les repères, en tant que milieu de terrain, de formation et cetera. Tu as aucun repère pour défendre, de trois quarts. Les premiers matchs, je me rappelle, on faisait les vidéos
la ligne défensive, quand le porteur de balle adverse avait le ballon pour envoyer un ballon dans le dos, tu voyais nos 3 défenseurs qui étaient orientés, prêts à partir comme ça, et moi comme un couillon de face. Ouais, tu me l'avais raconté, ça. Énorme. Aucun réflexe. Ah ouais, vraiment. Et ça c'était criant, tu vois. Donc ça a pris un peu de temps. Je pense que ouais, c'était ça la consigne la plus folle. Ou alors les premières fois où j'ai joué défenseur central avec Tudor, ça aussi c'était marrant. Attention, question piège. T'as vu, il n'y avait pas de question piège. Celle-là, elle est piège, donc fais gaffe. Ouais, Le FC Nantes joue sa survie en Ligue 1. Qu'en pense le ouais. joueur formé à la Jonelière et capitaine actuel du Stade Rennais? Bon, c'est pas piège, hein. C'est pas piège. Nantes, c'est mon club formateur. C'est la ville où j'ai grandi, donc forcément j'ai une attache particulière avec cette ville, avec ce club, et je m'en cache pas. Et pour moi, c'est encore une fois, quand je te dis que mon choix il est assumé, c'est pas parce que je suis à Rennes maintenant que je dois dire ah bah, je déteste Nantes. Non, ce serait ridicule. Simplement, c'est ma vie qui est faite comme ça, c'est ma carrière qui est faite comme ça. Donc maintenant, je suis Rennais. Effectivement, je souhaite le meilleur pour le Stade Rennais, mais ça me ferait clairement chier de voir le FC Nantes descendre parce que c'est un club de Ligue 1, c'est un club historique de Ligue 1. La Beaujoire, c'est un beau stade. Et je pense que tu parles à tous les amoureux du foot, ils vont te dire, ça fait chier si Nantes descend en Ligue 1. Donc non, c'est pas du tout une question piège. Ça m'embêterait de voir le club descendre en Ligue 2. Tu as été présélectionné pour le dernier mondial de l'équipe de France. Tu as souvent été proche des Bleus, mais tu as jamais goûté. Est-ce que tu as arrêté de rêver des Mhm. Bleus? Oui. Oui, oui, oui. Ouais. En vrai, pour être honnête avec toi, j'ai jamais vraiment rêvé des Bleus. Enfin, si, j'en ai rêvé parce que c'est le rêve de tout gamin qui joue au football. Mais l'année avec Tudor, où j'étais présélectionné régulièrement, j'y ai cru en fin de saison, parce qu'en plus il y avait des blessés, donc je m'étais dit ce serait vraiment sympa. Et une fois que cette opportunité-là, elle est passée, après je suis lucide, tu vois, il y a des joueurs de classe mondiale à ce poste-là depuis très longtemps en équipe de France. Et voilà, je suis lucide sur ma qualité. Je, Si jamais l'opportunité elle se présente un jour, forcément, bien sûr que je serais heureux de représenter ma nation. Mais tranquille. Je suis joueur du Stade Rennais, je me donne à fond, je me concentre que sur le club pour l'instant et sans faire de langue de bois, hein. Je te dis pas ça en me disant dans ma tête, yes, j'espère, je veux aller en équipe de France. Non, je suis lucide. Et si Zidane reprend les Bleus cet été, ça redistribue les cartes, ou t'y crois plus, ou ça change rien, ou Non, franchement, ça va rien changer, hein. Pour moi, je te dis, en plus, à cet âge-là, j'ai pas connu de sélection, tu vois, c'est difficile d'aller en sélection plus tu vieillis. Si à la rigueur, tu étais un titulaire indiscutable de cette équipe de France, que tu as fait 2 3 ans sans y aller et que tu y retournes, il y a plus de cohérence. Mais là, je vois pas comment ça pourrait arriver. Maintenant, hein, si jamais je finis en bombe, pourquoi pas? Mais pour l'instant, non, c'est pas du tout dans un coin de ma tête. petit quiz rapido pour terminer, le meilleur joueur avec lequel t'as joué? Sanchez, Payet, Greenwood, Le plus drôle, Amin Harit, le plus sous-coté, Esteban Le Paul, ton coéquipier le plus fou, un petit Dim Payet. le plus relou au quotidien. Je vais dire Matteo Kendouzi. Il grogne, il râle, heu, mais pas relou, dans le sens, on veut pas l'avoir dans son équipe, hein. Ton meilleur pote parmi tes anciens coéquipiers ou coéquipiers actuels. Joe Klose, Le futur crack avec lequel t'as joué. bah, Jérém Jacquet, hein. Et l'adversaire le plus fort. Léo Messi. Est-ce qu'on a répondu à tes attentes formulées lors de Oui, ta comme causerie, mon copain? d'habitude. Est-ce que ça va? Oui, Tranquille? en vrai, oui. Ouais. Je me mange des pressions du futur par madame là, parce que sa séance, elle Alors, va commencer et il faut que j'aille chercher le vas-y. petit. Vas-y. Je file